Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Martin Bouch, ça fait environ 8 ans que je fais du product management. Pour vous faire rapide, j'ai démarré en montant ma boîte pour faire des applications mobiles médicales pour les gens souffrant de troubles anxieux. Après 100 € de chiffre d'affaires et un échec total au bout d'1 an et demi, j'ai rejoint Blablacar où c'est là que j'ai vraiment appris le produit pendant 3 ans. C'est là que je me suis frotté aux premiers algos. Je m'occupais notamment d'un algorithme, l'algorithme de recherche, l'algorithme de recommandation des prix pour les conducteurs, et je voulais en découvrir plus. Et donc je suis passé Head of Product d'une entreprise qui faisait de l'IA dans les RH. Exactement, on avait une solution qu'on vendait à des solutions à des grands comptes, donc ça s'appelait Clustry, qui faisait deux choses, qui faisait de la détection de compétences sur les profils de leurs employés en interne et leur proposait des jobs pour de la mobilité interne. Donc là, une boîte très IA avec une équipe de 6 data scientists. J'ai fait ça pendant 2 ans et demi. On a vendu l'entreprise et maintenant je suis chez Doctolib et je touche toujours à des algorithmes puisque je suis encore sur de la recherche. Je m'occupe de la partie patient de Doctolib, donc celle que vous utilisez quand vous prenez rendez-vous. Tout ce qui est recherche, réservation et réservation en ligne globalement. Bonjour, alors moi c'est Guillaume Chalot, je suis ingénieur en informatique. Donc j'ai commencé par une thèse sur la programmation du jeu de Go, où on a eu le meilleur programme de jeu de Go du monde. Ensuite j'ai continué, j'ai travaillé à Google, où j'ai travaillé notamment sur l'algorithme de recommandation de YouTube. Après j'ai travaillé aussi à Mozilla, j'ai travaillé dans des non-profits, et maintenant je travaille au Pérenne pour le gouvernement, mais là je vais parler à titre personnel. Bonjour, moi c'est Alexandre Tacax. Moi ça fait un peu pas loin de 20 ans maintenant que je travaille dans le produit, dans la tech au sens large. J'ai notamment bossé chez Mythic pendant 4 ans, où je travaillais sur les services mobiles. Après j'ai travaillé chez Viadeo pendant 6 ans, où j'étais product manager, surtout sur les applications mobiles aussi, puis head of product, puis directeur produit. Et ensuite j'ai travaillé pendant 2 ans chez l'Express, où j'ai monté la première équipe produit, ou orienté produit en tout cas chez l'Express. Et aujourd'hui je suis indépendant depuis un peu plus de 2 ans et donc j'ai différentes activités. Enfin je fais pas mal de choses aujourd'hui. Je fais de la formation en product management, je fais du product design aussi un peu, et surtout je me développe beaucoup autour des sujets du numérique responsable et du produit responsable, donc les impacts environnementaux, les impacts sociaux, les impacts humains. Et c'est surtout avec cette casquette là que je vais pouvoir parler aujourd'hui, puisque je suis un petit peu moins spécialiste que mes camarades sur les algorithmes, même si j'ai travaillé sur des sujets algorithmiques aussi. Voilà. Merci beaucoup. En termes d'organisation, on a 45 minutes à passer ensemble. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez normalement, vous l'avez vu, ou si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez flasher le code qui se trouve à l'arrière de votre badge et poser vos questions, et j'essaierai de les intégrer au fil de la conversation. Peut-être commençons par une question assez simple, mais qui est un peu structurante. Est-ce que l'un d'entre vous peut nous expliquer déjà la différence entre intelligence artificielle et algorithme, qu'on soit tous au clair sur la définition? Alors oui, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, il y a beaucoup de définitions différentes, mais pour moi, fondamentalement, une IA, c'est juste un algorithme compliqué. Et le truc fondamental à comprendre sur la plupart des IA utilisées actuellement, c'est qu'elles ont un but. Elles sont en train d'optimiser quelque chose. Et donc il faut se poser la question, quand vous êtes en face d'une IA, c'est qu'est-ce qu'elle optimise? Est-ce qu'on peut commencer avec le pire des scénarios? C'est quoi un exemple de produit qui déraille du fait des algorithmes? Est-ce que vous auriez des exemples à nous partager les uns et les autres? Ouais, je peux démarrer avec un exemple que j'ai eu moi à l'époque chez Clustry. Donc je vous disais, on avait un algorithme de détection de compétences, et une des sous-parties en fait prenait votre intitulé de poste et crachait des compétences. Et on avait entraîné ça en anglais, et en fait on commence à l'utiliser en français, et à un moment un de nos data scientists se dit mais tiens, on essaye toujours directeur des ventes en français, ça renvoie une vingtaine de compétences, il se passe quoi si on tape directrice des ventes? Là ça renvoyait 10 compétences au lieu de 20. Et donc c'est typiquement le genre de situation où en fait tu te rends compte que tu as un gros problème, et tu te retrouves à dire bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors on en parlera peut-être après, mais la bonne nouvelle c'est qu'il y a des choses à faire. On peut débiaiser les choses, on peut débiaiser les jeux de données, peut-être qu'on en parlera un petit peu derrière, mais voilà, c'est typiquement le genre de situation où avec des gens qui voulaient faire vraiment tout bien et recommander les compétences les plus, je dirais, les plus pertinentes par rapport à un CV, en fait on se retrouve, de par la donnée en gros, à avoir un algo qui part complètement en vrille sur certaines dimensions si on ne fait pas attention. Juste là en l'occurrence, qui a remarqué ça? C'était en interne, on a eu du bol. Ok.
Alors ça, il y a beaucoup d'exemples comme ça où ça déraille à cause de la donnée qui ne sont pas complètes ou qu'il y a des biais dans la donnée. Et il y a des fois où ça déraille aussi à cause de la fonction d'optimisation de l'algorithme. Donc moi, l'exemple que je vais citer, c'est YouTube, qui s'est dit dans les années 2010, on va mettre le watch time comme la fonction d'optimisation seule et unique de l'algo. On va juste dire à l'algo, vas-y, full watch time. Et ça a déraillé à la fois d'une manière nocive pour les utilisateurs, parce que par exemple, il y a plein de choses qui font du watch time et qui sont vraiment toxiques pour les utilisateurs. Un exemple dont j'ai parlé beaucoup sur Twitter, c'est les théories du complot. Et en particulier, par exemple, la théorie de la Terre plate. Les gens qui commencent à croire que la Terre est plate, ils passent tellement de temps sur YouTube, parce qu'ils croient que tout le monde leur ment, que du coup, c'est fantastique du point de vue de l'algorithme. Et l'algorithme s'était mis à recommander de la Terre plate à tout va. Et personne s'en était rendu compte parce qu'il recommandait les théories de la Terre plate qu'à des gens un peu extrêmes qui regardaient des trucs un peu bizarres. Donc la plupart des gens ne se rendaient pas compte que YouTube était en train de recommander la Terre plate par centaines de millions de fois. Et donc j'ai commencé à parler de ça. Donc ça c'est un exemple qui est nocif pour les utilisateurs, mais c'est aussi nocif pour la plateforme elle-même parfois. Par exemple, le fait qu'ils maximisent le temps de vue faisait que les vidéos courtes marchaient très mal parce qu'elles faisaient très peu de temps de vue. Donc du coup, à partir de 2010-2012 où ils ont mis le paquet sur le temps de vue, les vidéos courtes ont commencé à vraiment ne plus marcher sur YouTube. Et au final, tous les gens qui ont fait des vidéos courtes se sont retrouvés sur TikTok, qui est en train maintenant de cartonner. Et YouTube a manqué quelque chose de phénoménal au niveau du produit parce qu'ils n'ont pas réussi à comprendre qu'il y avait un biais dans leur algorithme qui allait tuer les petits vidéastes et que cela était important. Et que donc avec un produit qui aurait favorisé ça, ils auraient pu ne pas perdre contre TikTok à l'heure actuelle. Donc là, en l'occurrence, même potentiellement, c'est la compréhension de ce biais-là aurait pu ouvrir des opportunités business. C'est ça. Ok. Alexandre, tu penses à des exemples? Ouais, moi j'avais un exemple en tête que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Ça rejoint un petit peu ce que tu disais en fait. C'était Amazon qui avait, alors c'est plutôt un algo interne où ils avaient en fait mis en place un algo pour aider leur équipe RH à recruter et donc à trier les candidatures, les CV qui arrivaient, etc. Ils se sont rendus compte en fait à l'usage qu'il y avait une discrimination, et ils n'ont pas su vraiment trop pourquoi, qui avait été faite auprès des candidatures de femmes. Et donc ça, du coup, quand ils se sont rendus compte, ça a forcément posé énormément de problèmes, et ils ont complètement coupé ça. Donc ça montre aussi que finalement, parfois, ça part en live, sans qu'il y ait une intention de nuire à la base, et c'est là où il faut être vraiment très très vigilant, et essayer au maximum d'anticiper un peu ce qui peut mal se passer, et ce qui peut potentiellement, justement, partir en dérive, d'autant plus quand c'est des algorithmes qui jouent directement ou qui prennent en considération directement des aspects personnels, des données personnelles et qui touchent directement à l'intégrité des personnes. Si je me place, je suis absolument pas un spécialiste du sujet. Pour moi, c'est un peu une black box. Boîte noire, j'y comprends rien, je fais confiance. Comment amener davantage de transparence ou d'éducation sur les parties prenantes en interne, que ce soit les équipes produits ou côté data science? Comment vous envisagez ça? Alors là, tu as dit un mot que j'adore, c'est le mot black box. Je l'adore parce qu'en fait, il y a une espèce de conception quand on fait de la tech, c'est que l'IA, c'est black box et le reste, ça l'est pas. Et en fait, c'est globalement faux parce que si vous mettez du point de vue de vos utilisateurs, quasiment tous les algos sont black box. Si votre boîte a plus de 5 ans, je vous garantis que votre algorithme de recherche il est black box parce que personne ne comprend comment il marche, tellement il est complexe parce que vous avez rajouté des features et des features et des features. Donc ça, c'est la première partie, c'est l'idée. Ce que j'aime essayer de faire passer comme message, c'est qu'il n'y a pas une responsabilité qui démarre le jour où vous engagez un data scientist. La responsabilité, elle démarre avant, en fait. On peut ne pas faire du deep learning et avoir des problèmes d'éthique et d'auditabilité des algorithmes. Après, comment tu fais ça en interne ? Justement, c'est compliqué à auditer, c'est même quasiment inauditable un modèle de deep learning, vraiment des algorithmes d'IA compliqués, mais ce que tu peux faire, c'est que tu peux tester par contre. C'est-à-dire que tu n'essayes pas de comprendre le fonctionnement interne de la machine. Par contre, tu fais ce que, de l'histoire que je t'avais raconté juste avant, c'est ce que ce data scientist avait fait un petit peu genre à la main, comme ça, en regardant dans le produit. Tu essayes de mettre des exemples qui pourraient
être compliqué, et tu regardes ce qui ressort. Et en fait, il y a moyen de faire ça à assez grande échelle, et de typiquement aller prendre des CV, changer le sexe sur le CV, voir ce qui se passe, essayer sur différents types de vidéos. Je crois que c'est Guillaume, c'est toi qui disais que tu avais crawlé YouTube, c'est pas ça l'histoire où tu avais... C'est ça, oui. Après, pour montrer justement que ça recommandait des théories du complot, pour voir si c'était pas juste donc un mec qui m'en avait parlé, comme ça que j'avais rencontré dans le bus et que j'avais vu regarder des théories du complot encore et encore. Mais du coup, après, j'ai crawlé YouTube pour montrer que c'était vraiment un bug de l'algorithme et pas seulement sur un mec. Et du coup, ouais, pour appuyer ça aussi, je pense qu'il y a un moyen d'éviter aussi ça, c'est d'éviter, je pense, c'est d'apporter en tout cas de la diversité dans les équipes qui travaillent dessus. C'est pas juste une équipe de dev qui doit travailler dessus, c'est pas juste une équipe de product manager potentiellement qui doit travailler dessus, mais même au-delà des rôles, c'est aussi les profils. Typiquement, voilà, si on devait faire un algo tous ensemble, là, je pense qu'on aurait très certainement des biais qui arriveraient très vite parce qu'on n'est pas représentatif non plus des personnes qui finalement utiliseront le produit et de la richesse des cas qui peuvent se passer, etc. Donc ça demande aussi, je pense, d'être vigilant là-dessus et de voir comment on peut, encore une fois, anticiper au maximum et essayer pendant les tests d'avoir des jeux de données réels, diverses, qui vont éviter justement, ou en tout cas qui vont permettre de se rendre compte rapidement si ça part d'un mauvais côté ou pas, quoi. Juste une question dans le public. Combien travaillent côté data science, algorithme? Est-ce qu'il y en a quelques-uns? Vous êtes 5-6, max. Ok. Et le reste, essentiellement produit? A priori, d'accord. Est-ce que vous pensez que le produit a justement, pour revenir à la question de fond, un rôle de garde-fou un peu? Est-ce qu'il doit être investi de ce rôle-là? Je fais le lien avec la conversation juste avant. Dans les futurs métiers, il y en a un que j'ai vu qui m'a tapé dans l'œil, c'est éthicien de l'intelligence artificielle. Futur métier à venir, espèce de gardien de l'éthique en intelligence artificielle. Est-ce que ça a lieu d'exister ou est-ce que c'est pas une responsabilité qui doit être partagée au sein de l'entreprise, du top management jusqu'au plus opérationnel? Alors moi, je suis très responsabilité partagée là-dessus, justement parce que, mais vraiment partagée au sein de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir une casquette de product manager pour dire là il y a quelque chose qui me dérange sur ce qui est en train de se passer, et je pense qu'il faut faire quelque chose. Il y a une responsabilité presque morale en fait, en tant qu'individu travaillant dans une entreprise et travaillant dans la tech au global, de faire en sorte que, oui, do less harm. Je reprends le talk de ce matin de Bex qui disait vraiment ça. Et donc pour moi, il n'y a pas un gardien du temple, il y a bien sensibiliser tout le monde, c'est peut-être qu'on essaye de faire ici aussi, mais en fait, sensibiliser tout le monde au fait qu'il peut y avoir des problèmes, et juste parler, si jamais il y en a un, avoir des vrais rôles de whistleblower, et juste qu'on n'avait pas les descendre derrière et appuyer ce genre de comportement. Oui, tout à fait. Donc le rôle IA éthiciste, peut-être dans certaines boîtes très très grosses, ça a du sens, mais partout, il faut vraiment que cette responsabilité soit partagée. Et ça veut dire qu'au niveau produit, il faut se poser des questions sur l'éthique, sur l'algo, essayer de comprendre qu'est-ce qu'on optimise, quels peuvent être les biais potentiels, faire des tests pour voir qu'il n'y a pas ces biais potentiels, etc. Donc il y a une grosse responsabilité au niveau produit sur tout ce qui est IA. Ouais, pas grand-chose à rajouter. Du coup, effectivement, après, ça peut être aussi... peut-être plus le rôle du produit quand même de guider ou d'apporter ou de mettre en place des concepts, des principes qui ensuite derrière pourront être utilisés par déjà toute l'équipe et après toute l'entreprise. Ça permettra aussi de guider ou potentiellement de se dire voilà, ça on sait qu'on ne veut pas le faire ou on sait qu'on ne veut pas aller jusqu'à là, et déjà commencer à se fixer un petit peu des guidelines comme ça qui peuvent quand même guider quelques prises de décision. Ouais. Pour rebondir un peu sur ce que tu disais Alex, il y a une vérité, c'est que généralement le profil produit, c'est quand même les gens qui sont le mieux équipés en termes, d'outils et de soft skills pour aller pushback sur des projets qui peuvent paraître un petit peu tangents, justement. On te dit tiens, si on allait optimiser un algorithme pour que, je sais pas, il nous maximise le revenu au détriment d'eux. Et c'est vrai que ça va être plus naturel pour un PM d'aller pushback là-dessus face à des équipes sales, ton top management, enfin des gens d'origine de la demande, que
tes ingés, tes designers, ton équipe data qui se sentiront peut-être moins légitimes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas le faire, mais ça veut dire qu'ils sont peut-être moins équipés pour faire ça. Donc là-dessus, effectivement, quelque part, on est bien placé là-dessus en tant que PM, parce qu'on dit non tout le temps dans tous les cas. Donc, ça, moi, ce que j'ai vu à YouTube, c'est que en fait, les ingés sont un peu vraiment en bas de... Enfin, pas tous en bas, mais il y a quand même beaucoup de layers de hiérarchie, et du coup, c'est très dur de remettre en question une décision produit plus haute. Et en général, ils ont plus tendance à aller, bon, allez, je dois maximiser cette métrique, je vais aller faire mon boulot du mieux que je peux. Mais si au niveau du dessus, c'est le mauvais truc à maximiser, ça va être très dur après de faire remonter les problèmes. On n'en a pas parlé, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais là, en l'occurrence, toi, tu es quand même parti de YouTube. Tu as été ce qu'on appelle le whistleblower pour expliciter au monde entier, et tu as été interrogé pas mal de fois dans pas mal de journaux sur le fait qu'il y avait ce problème-là. Donc tu avais fait le point en interne, enfin je te laisse expliquer, mais remonter le point, lever la main, ça suffit pas parfois. Oui, c'est ça. Donc en interne, j'avais essayé de ne pas remonter trop les problèmes, mais plutôt focaliser sur des solutions. Je m'étais dit, bon ben voilà, on crée une espèce d'amplification algorithmique d'echo chamber en anglais. Et comment est-ce qu'on pourrait faire des solutions algorithmiques qui nous sortent de ces chambres d'écho et qui font que les gens ne sont pas à regarder tout le temps la même chose. Et en fait, comme les métriques qu'ils optimisaient, le watch time, étaient les métriques reines, en fait, tous mes projets de maximiser autre chose, ça n'avait pas d'intérêt pour YouTube à l'époque. Parce que d'un point de vue économique, qu'est-ce qui était associé au watch time ? Parce qu'évidemment, plus il y a de watch time, plus on peut mettre de publicité, plus on peut avoir de revenus publicitaires. Ok. Je tire le fil sur l'éthique et après on reviendra à une des questions qui a été posée qui est hyper intéressante. Je la pose but en blanc. Est-ce qu'on peut être éthique et rentable dans une logique d'optimisation par des algorithmes ? Est-ce que vous connaissez d'exemples d'entreprises qui utilisent les algos, qui font de manière moralement, je ne sais pas si c'est irréprochable, et qui génèrent du business ? Bah oui, tout à fait. Enfin, il n'y a qu'à voir en moteur de recherche. En fait, Quant est tout à fait rentable. En fait, il n'y a pas besoin de stocker toutes les données personnelles pour faire des pubs. Et donc, Quant arrive juste avec la recherche à faire des publicités non ciblées et générer du business comme ça. Il n'y a pas besoin de siphonner toutes les données que vous avez rentrées dans le moteur de recherche pendant des années, les stocker ad vitam aeternam pour faire du profit. Mais là, c'est plus lié à la collecte d'informations que l'optimisation d'un algorithme pour te faire plus de ce que tu fais déjà. Voilà, il y a les deux problèmes qui sont... Ok. Ouais, je retourne même le truc en disant maintenant, de plus en plus en 2022, limite il faut être éthique pour être rentable en fait. Dans un sens où il y a de plus en plus de réglementations, je pense que tous les PM ici sont frottés au RGPD de près ou de loin, plus en plus de demandes aussi en termes je dirais, par rapport aux marques, de responsabilité, de respect de la confidentialité, etc. Enfin, je parle là chez Doctolib, si on fait des conneries avec la donnée personnelle, c'est fini en fait, on n'a plus de business derrière. Donc c'est même pas une histoire de tiens, est-ce qu'on a juste pas le choix en fait de faire attention à quelles données on collecte et comment on les traite, qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on recommande. Si je reprends dans les questions qui sont évoquées, il y en a plein d'intéressantes. Il y en a une qui est sur quelles seraient selon vous les bonnes pratiques pour s'assurer que les jeux de données justement en entrée sont les moins biaisés possibles. On est sur des éléments techniques, mais Alors moi j'ai un petit élément de réponse. En fait, c'est pas tellement que c'est plutôt comment tu débiaises tes jeux de données la question. C'est-à-dire que souvent, tu vas avoir un jeu de données qui a été collecté, soit parce que tu as scrappé quelque chose, ou parce que tu as collecté un jeu de données en faisant évaluer à la main une centaine ou un millier d'images, ce genre de choses. Mais l'idée, ça va plutôt être, tu vas avoir quelque chose de biaisé, tu vas le tester, on en parlait juste avant, d'essayer de mettre des exemples un peu edge pour essayer de voir ce qui en sort. Tu vas identifier tes biais. Et en fait, ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est qu'on peut générer des exemples pour quelque part apprendre à l'algorithme à ne pas se tromper. Je reprends mon exemple du début. Tu as deux stratégies différentes où tu peux dire en fait, je vais contrôler ce que je donne en entrée
C'est-à-dire, en fait, je ne vais pas donner de directeur ou directrice, je vais dégenrer les noms, ce qui fait qu'en fait, je suis sûr qu'il répondra à la même chose, parce qu'en fait, l'algo n'aura pas cette subtilité au niveau du genre. C'est très compliqué à faire en français, donc nous, on a fait une autre stratégie qui consiste juste, en fait, à prendre des données je reprends mon exemple toujours de directeur de vente avec un certain set de compétences, à générer des faux profils, donc complètement fake, mais qui sont directrices de vente. Et en fait, résultat, l'algo apprend à recommander les mêmes compétences à un directeur et à une directrice parce que tu lui as montré des exemples qui correspondent plus, pas à la réalité, parce qu'en fait, la réalité, c'est ce que tu as connecté initialement, et c'est biaisé, parce que c'est juste comme ça, mais plutôt à quelque part à là où on a envie d'aller en tant que boîte, en tant que société, etc. Donc en fait, c'est plutôt ça, c'est comment tu débiaises ton jeu de données. Et il y a beaucoup de recherches là-dessus, c'est un champ de recherche en IA qui est assez gros. Oui, tout à fait. Donc là, c'est par rapport aux données. Il faut étudier ce qui se passe à la fin, en fait. Au final, on s'en fout, en fait, si les données sont biaisées, mais qu'à la fin, au final, il y a un truc pas biaisé, c'est possible aussi. Et surtout, on parle beaucoup des biais des données. Et moi, j'aimerais qu'on parle un peu plus des biais de la fonction d'optimisation. Donc, quand vous optimisez pour le temps de vue, réfléchir à toutes les choses qui font du temps de vue pour voir si ça va biaiser. Bon, est-ce que ceux qui regardent des théories de Terre plate passent beaucoup de temps sur la plateforme? Si oui, vous allez les recommander, c'est d'une logique implacable. Est-ce que les vidéos courtes vont faire beaucoup de temps de vue? Non, donc elles vont être biaisées contre ça. Donc en fait, en comprenant juste le truc basique de l'IA, qu'il optimise une fonction d'optimisation, vous pouvez aller essayer de tester tout ce que vous voulez tester pour voir si ça va être favorisé ou défavorisé. Est-ce que ça ne peut pas faire l'objet d'un nouveau type de métier, justement? Une question qui est remontée, comme on a des QA, mais pour les algos. Qui fait ce check? Qui pourrait faire ce check de manière processisée, méthodique C'était pas ton IA éthiciste, justement? Potentiellement. L'équipe qui le fait, en fait. Enfin, pour moi, c'est... on parlait de QA. Donc, en fait, tu as des gens dans ta feature team qui sont responsables que ta fonctionnalité marche bien. En fait, il faut juste changer la définition de qu'est-ce que c'est bien marcher. Est-ce que c'est juste aller en prod et avoir du code qui tourne et qui balance pas d'erreur, ou est-ce que c'est avoir des algorithmes qui font des recommandations qui sont acceptables d'un point de vue éthique? Et juste en changeant cette définition, après tu regardes les stratégies que tu peux mettre en place, surtout qu'en plus, nous à l'époque c'était des data scientists qui faisaient beaucoup ça, mais tu peux faire ça avec tes ingés aussi, mais qui avaient des méthodes pour aller tester justement de manière systématique, générée, justement, et pas aller tester à la main en faisant 3 petites choses, parce que là tu es très biaisé par... les gens qui vont tester et les exemples qu'ils connaissent, et en fait ils ne penseront pas à les tester, je sais pas, d'autres nationalités ou d'autres situations, et donc avoir quelque chose de très systématique, un peu comme des tests automatisés en fait, ça te permet de couvrir beaucoup plus de cas, quoi. Si on met de côté la dimension éthique, pour revenir à la question de fond, parce qu'en filigrane, on a toujours cette logique d'éthique. On revient, etc. Mais potentiellement, et c'était le point question intéressante, si le côté éthique reste respecté, est-ce qu'il y a d'autres raisons où le produit pourrait ou devrait limiter l'algorithme? Oui, parce que sinon, ça ne marche pas, la plupart du temps. De manière... Alors, de mon expérience, ce que va apporter un algo de deep learning ou ce genre de choses, c'est de la finesse dans le raisonnement. Donc c'est vraiment des recommandations où vous n'y seriez pas arrivé avec des règles fonctionnelles. C'est des choses un peu spéciales, un petit peu ah oui, j'aurais pas pensé, mais c'est intéressant. Par contre, ce que ça va générer, c'est aussi des exemples complètement absurdes. Et souvent, la manière d'avoir un produit qui, en fait, pour l'utilisateur est quelque chose qui marche bien, c'est une combinaison entre un algorithme, une IA qui t'apporte de la finesse et quelque part des bonnes règles de bon sens de ok, en fait, dans ces cas-là, tu cherches même pas, tu recommandes pas. Je te prends encore un petit exemple. Je suis très dans mes recommandations de poste parce que c'est quand même j'en ai beaucoup fait. On avait un gros problème, c'est qu'en France, donc il y a un métier qui s'appelle banquier conseil en banque d'investissement. Un banquier conseil, c'est quelqu'un qui passe des coups de fil à des CFO du boîte du CAC 40 pour leur proposer des prêts de plusieurs millions. Le problème, c'est que c'est très très proche de conseillers bancaires.
linguistiquement, si vous n'avez pas le background, je dirais, industrie derrière, quand vous faites du NLP, en fait, banquier, conseiller bancaire, c'est compliqué. Et en fait, quand on se retrouve à recommander à quelqu'un qui a 15 ans d'expérience et qui est N-1 du directeur d'investissement de la Cassis, de Crédit Agricole Cassis, Investment Banking, et d'aller prendre un poste en agence au guichet dans les Yvelines, ça marche pas. Et tu peux parfois arriver à gérer ces exemples, je dirais, en changeant ton algo, etc. Mais le problème, c'est que dès que tu vas changer ton algo, tu vas avoir d'autres impacts sur potentiellement d'autres jeux de données, donc c'est toujours très compliqué. Et par moment, le mieux à faire, c'est de temps en temps de dire, OK, là, pour cette fois-ci, on va mettre, parce que c'est très spécifique à ce type d'industrie, on met un espèce de post-processing où on sait que sur ces titres-là, on ne les recommande pas parce que ça ne marche pas. Et si un jour, on arrive à faire évoluer l'algo, ou le jeu de données ou la fonction d'optimisation pour que ça arrête de sortir des conneries comme ça, tant mieux. Mais si on n'y arrive pas, en attendant, en face, moi, j'ai un client qui est mécontent. Donc en fait, il faut que je mette une limite là pour lui dire, là, tu t'arrêtes. Et juste bon gros bon sens, ça, on fait pas, quoi. L'exemple de YouTube qui n'a pas réussi à être TikTok, qui n'a pas réussi à avoir les créateurs de contenu de vidéos courtes, ça montre que s'ils avaient réussi à mettre des limites, mettre à l'algo pour qu'il ne soit pas juste sur le watch time, mais qu'il aide aussi ces petits créateurs, ils n'auraient pas perdu autant contre TikTok. Et après, moi j'ai deux sujets, je pense, là-dessus. Le premier, c'est peut-être aussi se dire, dans une approche de construction d'un nouveau produit ou d'un nouveau qui a besoin potentiellement d'un algorithme, c'est vraiment se poser la question aussi de est-ce qu'on a vraiment besoin d'un algorithme extrêmement complexe qui va prendre du temps à être développé, à être testé, à être dérisqué, etc. Ou est-ce qu'on ne peut pas commencer déjà par une version un petit peu plus légère, où au final on n'a pas vraiment un algo à proprement parler, mais on a justement des règles métiers, des business rules qui vont venir, des filtres, etc., qui vont déjà commencer à répondre au minimum aux besoins, et ensuite d'enrichir progressivement, en fonction des retours qu'on a et en fonction de l'usage, pour arriver à un algo qui se construit et qui s'enrichit progressivement, plutôt que d'essayer de cibler tout de suite une IA ultra complexe, alors qu'on n'a pas forcément besoin tout de suite de ça, quoi. Vas-y, fais ton deuxième. Et non, après, je change du sujet, donc si tu veux réagir là-dessus. Mais non, sinon, deuxième sujet, c'était, en termes de... Alors, on s'éloigne peut-être un petit peu de là, c'est pas forcément uniquement la responsabilité du product, mais c'est aussi se poser la question en termes de ressources. Parce que, on ne sait pas forcément, mais les algorithmes, l'intelligence artificielle, le machine learning, etc., c'est quelque chose qui est extrêmement consommateur en termes de ressources, que ce soit en termes d'énergie, en termes de serveurs, de capacité de calcul. Il faut, en fonction des modèles, justement, avoir des ressources énormes d'un point de vue serveur, d'un point de vue qui vont générer et stocker et faire tourner énormément de données. Donc tout ça, ça a un prix, déjà en termes financiers. Si on est sur un cloud, etc., ça peut faire exploser nos coûts, donc ça, c'est à prendre en considération. Et en plus, en termes d'impact environnemental, c'est là aussi où il faut se poser la question. Et j'avais vu une étude faite par le MIT il n'y a pas très longtemps, qui montrait que, alors ils ont étudié le bilan carbone, l'empreinte carbone d'un algorithme. Enfin, pour le coup, c'était un gros modèle de machine learning très très complexe, transformer avec des millions de paramètres, etc. Donc très lourd. Mais ils avaient estimé que juste cet algo-là, en tout cas sur ce modèle-là, sur sa durée de vie, il consommait plus, il émettait plus de CO2 ou d'équivalent de gaz à effet de serre que 6 voitures américaines sur toute leur durée de vie. Des voitures américaines, on ne parle pas de Twingo. Donc c'est juste un modèle parmi des millions sur tout l'univers de la tech. Donc c'est des choses aussi à prendre en considération sur l'impact qu'on va avoir quand on construit, quand on produit des nouvelles technologies ou des nouveaux produits et des nouveaux services. Et justement, pour aller dans le sens d'Alexandre, j'ai deux anecdotes là-dessus. La première, elle date de la semaine dernière et elle va beaucoup vexer notre équipe Data Science. On travaillait sur la détection de questions dans les questionnaires médicaux. Donc quand un praticien vous envoie un questionnaire avant de venir à un rendez-vous, on aimerait bien construire des fonctionnalités pour qu'on vous pose les questions directement en ligne, et comme ça vous n'avez pas à remplir un papier, à le scanner et à le renvoyer. Ils ont fait une petite compétition. D'un côté, ils ont mis les data analystes avec juste des petites règles, des regex ou ce genre de choses. De l'autre côté, ils ont mis un data scientist avec un modèle. Précision des data analysts 93%, précision des data scientists 95%. Donc il y a une question de est-ce que tu as vraiment besoin de sortir un tank pour gagner 2 points de pourcentage de précision
et toute la complexité qui va avec, d'auditabilité, etc. On ne sait pas exactement ce qu'on cherche. Ça, c'est le premier point par rapport à ce que tu disais. Et le deuxième, c'était une histoire sur justement les entraînements des modèles. Tu parlais d'impact carbone, ce qui est très vrai. Et en fait, derrière l'impact carbone, il y a l'impact financier, parce que quasiment tous les modèles sont entraînés dans le cloud. Donc en fait, on envoie plein d'argent à Amazon pour faire ça. On avait un gros algo dans mon ancienne boîte là, qui mettait 6 jours à être entraîné. Donc vous lancez l'entraînement, vous attendez 6 jours pour avoir les résultats. Je vous parle pas de quand ça plante au 3e jour qu'il faut tout relancer. Et en fait, on a changé de head of data, et le nouveau head of data dit attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plotter, donc on va mettre sur un graphe la performance de l'algorithme toutes les 5 heures. Et en fait, on s'est rendu compte qu'au bout de 24 heures, l'algo était déjà sur les performances optimales, et qu'en gros, les 5 jours qui restaient ne servaient globalement à rien en termes de performance d'algorithme. Juste, on avait un jeu de données qui faisait qu'on mettait 6 jours. Donc par défaut, on mettait 6 jours parce qu'on lui mettait tout le jeu de données, parce qu'il y a une petite légende qui dit que plus on a de données, mieux c'est pas toujours vrai. Et donc en termes de coût, un entraînement, c'était 6 000 €. Donc en fait, on envoyait de l'argent comme ça à Amazon gratuitement qui servait à rien. Donc en fait, il y a un impact très très réel sur le business aussi derrière. Question, je pense, pour toi. Est-ce que laisser un algorithme sélectionner des CV n'est pas déjà un énorme problème éthique en soi? Privilégier des mots-clés au lieu d'une histoire. Ça rejoint un peu l'humain versus le machine. J'adore ce genre de questions. Est-ce que laisser des gens sélectionner des CV, c'est pas un peu biaisé en soi? Et est-ce que... Non, mais il y a un point éthique qui est hyper intéressant. C'est qu'en fait, à partir du moment où tu es dans une situation où tu vas recevoir 100, 200, 300, 400 CV, il va falloir trier. Et toutes les méthodes de tri que tu vas avoir, c'est pour ça que j'ai mon espèce de marotte là sur la recherche. En gros, dès que tu as plus d'une page de recherche, tu as un algo et tu as un choix qui est fait sur comment tu as trié. Même si tu tries par ordre alphabétique, les gens dont le nom de famille commence par A, ils auront plus de chances de voir leur CV lu et avec plus d'attention que ceux dont ça commence par Z. Donc en fait, il y a un choix qui va être fait. Maintenant, l'idée, c'est de faire en sorte que... et juste un monde dans lequel les recruteurs lisent tous les CV avec la même attention et n'utilisent aucun biais et vont dans le détail à chaque fois, ça n'existe pas. Si j'ai déjà bossé avec des recruteurs, ils sont débordés, ils essaient juste de trouver des éléments auxquels se raccrocher pour screener et faire passer à la première étape. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait ça le mieux possible? Je ne sais pas si l'IA est la meilleure réponse, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est l'auditabilité. C'est-à-dire qu'en fait, je peux lui envoyer des CV avec des noms français, avec des noms pas français. Je peux lui envoyer des CV avec tous les intitulés de poste genrés ou féminins, et je peux voir ce qu'elle répond. Je ne peux pas faire ça avec un recruteur. Enfin, il y a des organismes qui font ça avec les recruteurs, et ça ne marche pas très bien non plus. Donc je pense en tant que société, on n'a pas répondu à cette question, mais par définition, l'IA n'est pas pire que l'humain. Juste, en fait, tu te retrouves à faire des trade-offs et j'ai pas la solution. Hein. Mais s'il n'y a pas par structure, l'IA est pire que l'humain. C'est juste qu'il faut faire des choix. Oui, encore une fois, l'important, c'est la transparence et l'auditabilité du système. Et tout système complexe va avoir énormément de biais, comme tu disais. Et il faut tester ces biais. Justement, une question sur la transparence. Comment être le plus transparent possible par rapport à l'usage des données pour montrer que ce n'est pas seulement de l'ethical washing? Comment être le plus transparent possible sur l'usage des données? Alors c'est dur de répondre en général. Ça dépend vraiment du système. Je pourrais donner un exemple. Par exemple, sur YouTube, en fait, il y a deux problèmes. Il y a à la fois le problème de qu'est-ce que YouTube favorise, quel type de contenu il favorise. Et il y a le problème de quelles données il collecte sur vous. Donc déjà, on ne se rend pas compte à quel point sur YouTube, il connecte toutes vos données. Depuis la première fois que vous utilisez YouTube, il stocke combien de secondes vous avez regardé chaque vidéo. Donc c'est extrêmement puissant après pour déterminer des choses sur vous. Donc ça, d'avoir une page de transparence qui affiche ça aide à réaliser ce problème. Et pour savoir les biais de qu'est-ce que YouTube favorise, en fait, ce qu'il faudrait juste qu'on sache, c'est quelles sont les vidéos YouTube les plus vues, donc les plus recommandées, parce que les plus vues sont les plus vues parce qu'elles sont les plus recommandées. Et du coup, ça permettrait de voir quel type de vidéos sont favorisées par l'IA et de détecter les problèmes comme la Terre plate, etc., beaucoup plus tôt. Est-ce que les algos sont documentés ou documentables?
Après, ça revient un peu au point, est-ce qu'on a besoin de savoir ce détail-là ou c'est plutôt la conséquence qui est importante? Ouais, j'allais juste rebondir effectivement sur le sujet, c'est que effectivement, je vois aussi pas mal de choses qui se passent autour du côté open source des algorithmes, où il y a certains modèles d'IA, etc., qui commencent, il y a des communautés qui commencent à se créer sur rendre justement accessible à tout le monde et rendre potentiellement, que tout le monde puisse participer potentiellement à dérisquer ou à améliorer un algo. Ça, je trouve que c'est une approche qui est très intéressante et qui va vers plus de transparence justement, parce que le problème, c'est aujourd'hui les grandes plateformes. En général, on parlait de boîte noire tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là où c'est compliqué aussi d'avoir toujours de la transparence, c'est que c'est leur business model et c'est leur business qui repose là-dessus. Donc c'est compliqué aussi d'exposer publiquement à tout le monde un peu la sauce secrète qui permet d'être meilleur que les autres, quoi. Tu avais, je crois, peut-être une anecdote sur justement de la documentation côté TikTok. Je ne sais pas si tu peux la partager. C'est enregistré, filmé sur YouTube. Super. Oui, donc pour TikTok, à un moment, oui, ils avaient ils voulaient expliquer. Les data scientists avaient beaucoup de gens qui leur faisaient des demandes produits, en fait, qui n'avaient pas de sens avec l'algorithme de TikTok. Et donc ça faisait des trucs qui s'opposaient et qui n'étaient pas efficaces du tout. Du coup, ils ont décidé de faire un espèce d'algorithme 101 qu'ils ont partagé à l'intérieur de TikTok pour expliquer justement aux gens qui faisaient du produit et à tout le monde dans la boîte un peu comment leur algorithme fonctionnait. Donc ce document a fuité. New York Times m'a demandé de l'analyser pour expliquer ce qui se passait. Et donc ce qu'on voyait bien avec cet algo, c'est que comme il favorisait lui aussi beaucoup le watch time, du coup il allait créer un algo extrêmement addictif. Donc ça c'est un exemple de l'importance de documenter qu'il y ait une compréhension entre le produit et les gens qui font des algos pour qu'ils se comprennent, quoi. Peut-être pour rebondir là-dessus, il y a je trouve qu'on se cache un peu derrière notre petit doigt des fois sur le côté là, mais c'est une black box, on peut pas documenter, parce qu'en fait il y a des choses que tu peux documenter, et d'ailleurs que tu dois documenter. J'aime beaucoup la blague, les Américains ont le GAFAM, nous on a le RGPD, mais pour avoir eu le malheur d'être DPO et le bonheur d'être DPO dans mon ancienne boîte, donc Data Protection Officer, en fait tu es obligé normalement de documenter les données que tu prends en entrée. Et alors, soit tu le fais de manière très légale, très opaque, et tu caches ça quelque part dans ton site, soit tu le fais de manière un peu plus didactique, et justement, tu essaies d'avoir cette transparence. Tu ne vas pas pouvoir expliquer à ton utilisateur moyen que tu utilises un réseau de neurones hyper complexe avec sa structure, etc. Par contre, tu peux lui expliquer que ça, c'est la liste de données qu'on va utiliser. Alors, si tu veux bien faire, ça, c'est la liste de données qu'on va utiliser, et ça, c'est à peu près ce qui va être très important, moyennement important, un peu important. Généralement, tu es capable de dire à peu près à quel point, je sais pas, ton intitulé de poste versus je sais pas quoi, la description de ton poste va jouer dans la détection des compétences. On te demande pas de faire quelque chose de très très précis, mais juste de faire sentir à tes utilisateurs quelque part, qu'est-ce qui va jouer dans la prise de décision. Tu pourras pas leur faire le calcul, mais tu peux au moins avoir cette transparence qui est limite du respect, en fait, de dire voilà comment ça marche à peu près, comme si tu l'expliquais à ta grand-mère, quoi. Et ça vous le faites dans vos entreprises, vous essayez d'être didactique. Tu l'avais fait dans quelle entreprise? Ça, c'était quand? Ouais, alors ça, on l'avait fait chez Clustry, parce qu'en fait, les clients nous le demandaient. En fait, ils me disaient, juste attendez, vous allez recommander des postes en interne, donc comment vous faites marcher ça? Et en fait, le public en face, c'était des DRH, des équipes RH. Et donc, quand on commence à parler algorithmie, c'est pas la formation de ces gens-là. Donc, il fallait trouver un moyen de vulgariser ça. Et donc on avait un espèce d'outils, de la documentation, des espèces de petites démos qui n'étaient pas dans le produit, mais où on prenait une compétence et on montrait toutes les compétences qui étaient autour pour dire voilà, on va considérer que si vous savez faire du Python, vous avez probablement des petites compétences, je sais pas, en Java, t'as tous les langages de programmation qui se baladaient, puis un peu plus loin tout ce qui était infrastructure, Kubernetes et compagnie. Enfin bref, on faisait des graphes de compétences comme ça pour montrer un petit peu où étaient les choses dans notre compréhension. La deuxième chose, c'est un truc qu'on fait là chez Docto, c'est que l'algo de recherche, il est documenté de la manière la plus transparente possible. D'ailleurs,
pendant la vaccination, on était en train de changer le document légal pour dire alors cette fois-ci on fait remonter ça et cette fois-ci on fait remonter ça. Parce qu'en fait on changeait l'algorithme de recherche tout le temps pendant la vaccination pour que ça soit le plus facile possible de trouver des doses. Donc, mais on essayait au maximum de tenir ce truc à jour pour avoir cette transparence envers les utilisateurs. Et c'est un truc, ça fait, vous allez Doctolib, vous allez en bas, ça s'appelle Search, je sais pas, transparence de recherche dans le footer, ça fait une page, quoi. C'est pas une espèce de documentation technique de 25 pages, c'est vraiment essayer d'expliquer un petit peu juste comment ça marche dans les grandes lignes. Et déjà, c'est pas mal en fait. Déjà, si tu fais cet effort-là, tu as déjà fait beaucoup plus que pas mal de monde. Il n'y a pas aujourd'hui de régulation. Il n'existe pas de régulation des algorithmes ou des entreprises qui utilisent des algorithmes. Est-ce que vous avez un point de vue sur la question? Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire ou pas? Justement, il y a de plus en plus de régulation. Là, il y a le DSA qui est en train d'être voté. Donc, c'est le Digital Service Act au niveau européen. Et ça régule beaucoup de choses sur les grosses IA de ces plateformes. En particulier, par exemple, ça les oblige à faire des risk assessment, donc d'étudier, de faire des tests comme ça pour voir s'il y a des risques par rapport aux droits fondamentaux des personnes. On arrive bientôt au terme des questions et surtout de la conversation. Ce qui m'intéresse, c'est quelles sont vos recommandations actionnables pour les uns et pour les autres dans cette logique de voilà. Je suis exposé à cette problématique-là, qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau pour limiter, pour tenir compte un peu des contraintes, éviter de biaiser. Je suis très preneur de vos retours. Ouais, je pense que c'est une question de bonne pratique en fait, qu'on peut tous un peu utiliser. On a déjà cité pas mal au fur et à mesure, je pense. Mais il y a déjà le fait de base de se poser la question de encore une fois, est-ce qu'on a vraiment besoin de développer un algo très compliqué, quelles données on va utiliser, et surtout quand on parle de données personnelles, de quelles données on a vraiment besoin pour que notre algorithme de recommandation ou autre soit pertinent, mais reste dans les limites justement d'une partie plus éthique. Et après, je pense que c'est aussi la façon d'éduquer entre guillemets l'équipe. Pareil, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Et ça, je pense que ça se travaille au quotidien sur déjà former ou impliquer un petit peu tout le monde dans ce projet-là et dans la construction et la conception de l'algorithme et du besoin concret derrière. C'est fixer des bons KPIs. C'est aussi comment on va mesurer au fur et à mesure que l'algorithme va dans le bon sens ou répond vraiment aux besoins. Il ne s'éloigne pas trop, et il ne va pas trop privilégier l'aspect business versus le respect de la privacy et autres. Et après, je pense que après c'est une question effectivement de manière générale de transparence. Moi, ça me paraît extrêmement important de plus en plus d'avoir de la transparence, que ce soit en interne sur comment fonctionne tel algorithme, comment il a été construit, comment il évolue, et ensuite derrière même auprès des utilisateurs, quelles données effectivement on utilise et comment je vais utiliser ces données concrètement, quoi. Et ça me fait penser à un autre truc là, je sors un petit peu de ça, mais ça me fait penser à un autre sujet. C'est aussi en termes d'équipe produit, alors là on parle vraiment d'algorithmes ou de sujets sur lesquels on a la main et quand on conçoit et quand on utilise dans son produit des algorithmes. Mais je pense qu'il y a des limites à se donner aussi quand notre business ou quand notre boîte dépend d'algorithmes des autres plateformes. Et je prends un exemple, quand je bossais dans les médias, donc chez l'Express, forcément tous les médias sont extrêmement tributaires entre guillemets du SEO, du fait d'avoir un article qui apparaît dans Apple News sur son iPhone, parce que là tout de suite on a un pic de trafic énorme. Et en interne, on a toujours essayé de comprendre comment ça fonctionnait. Alors forcément, il y a les bonnes pratiques SEO, etc. Mais là où ça peut aller très loin, c'est que potentiellement, les journalistes vont même être formés ou incités à rédiger leurs articles de telle manière que ça va plutôt répondre aux besoins des robots de Google pour être bien parsés et bien référencés, etc., plutôt que de répondre à la satisfaction des utilisateurs. Donc ça, pour moi, c'est aussi des limites en interne à se donner sur... Voilà, il n'y a pas que sur nos algos à nous, sur lesquels il faut être vigilant, il y a aussi ce qu'on fait pour plaire aux algos des autres plateformes. Juste avant que tu continues, Guillaume, concrètement, comment vous avez fait pour éviter ou limiter cet impact parce que du coup, c'est la survie, entre guillemets, qui dépend de cette capacité à optimiser les pages. Ouais, il y a un minimum, il faut quand même forcément de toute façon essayer de construire ça de manière à ce qu'on soit performant d'un point de vue SEO. Mais après, c'est donner des limites. Là, c'est pareil, c'est des choses il n'y a pas forcément de guidelines très précises qui peuvent marcher partout. C'est aussi des limites qu'on se fixe
avec les équipes rédaction, avec les équipes marketing, pour dire voilà, là on va trop loin, ça sert à rien d'essayer de mettre au chausse-pied des mots-clés, etc., qui n'ont aucun rapport avec l'article ou le sujet sur lequel on est en train d'écrire, ou de faire des liens qui n'ont rien à voir sur d'autres sujets parce que c'est des sujets porteurs du moment. Enfin voilà, c'est respecter, je pense, l'intégrité et respecter ce qu'attend l'utilisateur au final, quoi, quand on lui sert une information de qualité. C'est une très bonne question de savoir, oui, du coup, si vous faites pas ça, est-ce qu'il n'y a pas d'autres éditeurs de news qui vont faire ça? Et du coup, est-ce que c'est pas à un autre niveau qu'il faut se poser cette question de quels sont les incentives de cet algorithme et comment mieux les comprendre et les contrer pour qu'elles ne poussent pas vers une société de clickbait, de haine, etc. Donc ça, c'est un niveau du régulateur qu'on doit se la poser et aussi un niveau des utilisateurs parce que en fait, on a le choix d'utiliser Google ou Quant, etc. Donc on devrait savoir, voilà, par rapport à tel ou tel sujet, Quant il favorise plutôt tel type de contenu et Google plutôt tel type de contenu. Pour l'instant, on ne sait pas du tout. Donc l'utilisateur ne peut pas choisir librement parce qu'il n'a pas accès à ces biais. Quelles seraient tes recommandations pour continuer sur la partie takeaways? Donc il faut de la régulation qui oblige du coup à faire des tests de biais et rendre ces tests de biais publics pour que les gens puissent choisir leur moteur en fonction de leurs préférences personnelles. Moi, je vais démarrer avec quelque chose, peut-être n'ayez pas peur. Là, on a parlé pendant 45 minutes de tout ce qui peut mal se passer. C'est quand même une techno qui est absolument fantastique, qui permet de faire des choses et de faire du produit d'une manière différente, d'une manière qui apporte de la valeur aux utilisateurs. Donc, je pense qu'on en parlait un peu avant. Le message qu'on veut faire passer, c'est surtout pas n'utilisez pas d'IA, c'est terrible, c'est diabolique, etc. C'est vous dire, en fait, quand vous l'utilisez, juste posez-vous les questions, testez, essayez, prenez 1 heure pour vous dire, ben voilà, si j'optimise pour le watch time ou l'équivalent de votre watch time, c'est quoi toutes les dérives que ça peut générer et essayez d'aller les tester, même si vous n'avez pas un jeu de test, faites-le à la main. Déjà un bon test en front, en prod, comme on sait faire, ça peut vous amener des infos et ça peut vous aider à avancer là-dessus. Donc voilà, moi c'est vraiment ce côté assez pragmatique du côté de genre, bon, en fait ça peut bien marcher, il y aura toujours des biais. Parce que genre personne n'a pas de biais en fait, on sait pas faire tout, les humains sont biaisés, on est construit comme ça, ce qu'on construit est aussi biaisé que nous, mais on peut toujours essayer de progresser et d'avancer vers quelque chose qui fasse avancer la société. Et oui, quand vous êtes dans le produit, en fait, vous pouvez avoir peur un peu de cette black box de l'IA, mais en fait, une fois que vous comprenez ce qu'elle optimise et quel biais il peut y avoir au niveau des données d'entrée et comment faire des expériences pour tester ces biais, en fait, ça va bien se passer.